Il est l'un des plus grands auteurs français de romans noirs, mais depuis quelques années, il décolonise les esprits. Didier Deninx poursuit son œuvre avec un livre aussi richement illustré que sidérant. C'est très instructif. Ça s'appelle L'école des colonies, ou comment la France coloniale a inculqué les bonnes valeurs, entre guillemets, dans ses colonies. Hygiène, discipline, mais aussi morale. Bonsoir Didier Deninx. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Votre livre paraît aux éditions Houellebecq. Alors, il y a des cartes de l'époque coloniale, il y a des photos, des textes historiques, des dessins pédagogiques de l'époque. Ce sont des documents rares que l'on ne voit quasiment jamais. Comment avez-vous fait, comment les avez-vous exhumés ? On en trouve, moi j'en ai fait une collecte comme ça sur Internet, dans les livres anciens, et surtout l'éditeur Houellebecq, il est spécialisé dans l'image, et donc il avait beaucoup de ces documents. C'est lui qui a eu l'idée de faire ce livre. Et puis en même temps, quand le projet s'est dessiné, qu'on a travaillé ensemble, il a fait appel à toute une série de gens, et il y a plein de gens qui collectionnent ces manuels scolaires, donc on a pu avoir accès à des perles rares. Alors le point commun, si je puis dire, de tous ces documents pédagogiques, c'est la volonté de civiliser les populations autochtones. Civiliser, c'est un terme, Didier Deninx, profondément ambigu. Oui, il y a vraiment, c'est pire que l'assimilation, c'est-à-dire que quand on est dans ces livres, on voit vraiment que les gens à qui on s'adresse, ce ne sont pas des citoyens français, mais des indigènes. Ouais. Ils ont un statut qui n'est pas un statut de citoyen, et en même temps qu'on leur a pris leur terre, on leur prend leur culture, on leur prend leur langue, et on leur inculque à la place la langue française, et on leur inculque l'histoire de France. Et donc c'est quelque chose qu'on s'aperçoit que c'est totalement hors sol. Oui. Les autorités coloniales veulent donc les franciser, ces populations. J'aimerais dire par exemple ceci: si les Kabyles et les Arabes écoutent les Français, eh bien ils seront heureux, ils seront meilleurs, ils seront regardés comme les enfants de la grande nation française. Didier Deninx, est-ce qu'à l'époque, les autorités coloniales sont persuadées du bien fondé de leur action, ou elles sont conscientes qu'elles font du mal ? C'est vraiment compliqué à voir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bonne conscience sur la manière dont le savoir est dispensé. Et en même temps, on trouve des textes où on sait véritablement, dans les textes, où ces gens-là doivent être des tirailleurs, doivent être des boys, doivent être des serviteurs. Donc, il faut leur donner une instruction minimum pour en faire des gens qui obéissent à des ordres simples. On a ces textes-là qui sont des directives pédagogiques. Donc en même temps, il y a cette espèce d'idée de l'époque d'apporter du savoir et en même temps de contingenter ce savoir pour que les gens restent véritablement à leur place d'indigènes. Donc il y a ce double mouvement. Mais cette école, cette éducation, Didier Deninx, elle est au service d'une déshumanisation quelque part pour mieux dominer, comme vous venez de le dire ? Ah, complètement. Il y a véritablement l'idée de soumission arrive toujours. Et ça s'accompagne du statut des indigènes, c'est-à-dire du travail forcé, des gens qui n'ont pas le droit de sortir des limites de la tribu, pratiquement de la réserve. Donc il y a cet enseignement, il prend place dans ce statut. Et aussi, il faut voir que, par exemple, en Algérie, le nombre d'enfants qui sont scolarisés, on est à 5% à peu près des enfants d'un âge scolaire, et qu'à la fin de la colonisation, en Algérie, il y a 90% d'illettrés. On voit l'image, Didier Deninx, les planches que l'on trouve dans votre livre. On a vu la banane, le cacao des colonies. C'est parfois d'une extrême violence, les mots, les structures mentales de cette époque. J'aimerais lire un autre extrait. Les populations nègres particulièrement incapables, semble-t-il, de se gouverner elles-mêmes, livrées à toutes les atrocités d'un fétichisme stupide ou exploité par l'islamisme corrompteur et cruel, ont tout intérêt à se voir soumises au peuple chrétien qui, du moins, amélioreront leur sort de la vraie religion. Ça, on précise que c'est le cours moyen, c'est l'équivalent, c'est l'école primaire, c'est le CM1 d'aujourd'hui en France, par exemple. L'école primaire. Oui, on a même une planche qui est dedans, qui est une sorte de bande dessinée, où on représente René et Ali, et on dit à René de manger un bonbon, René blond aux yeux bleus mange le bonbon, et à Ali, on lui dit de manger le bonbon, et il mange le tableau du maître, il mange son livre, son cartable, et ça se termine, et il y a marqué « Ali est un âne ». Et ça, c'est un manuel scolaire pour les enfants.
Et là, il y a des choses vraiment très très violentes, mais là, vous atteignez vraiment le fond, quoi. Ça ne vous a sans doute pas échappé, Didier Deninx. Votre livre sort au moment où, de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, eh bien, une décision a été prise récemment d'éradiquer le mot nègre de ses cartes géographiques. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi si tard, pourrait-on dire? On prend la direction de Montréal, justement, capitale de la province francophone québécoise et canadienne, où nous attend Jean-Pierre Leblanc. Bonjour, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes le porte-parole de la commission de toponymie du Québec. Alors, je le disais, cette décision a été prise. Combien de lieux sont-ils concernés par cette mesure? En fait, c'est peu en nombre, c'est peu. Il y a 11 lieux. Il y en avait 5 qui avaient l'appellation nigger en anglais et donc 6 qui comportaient le mot nègre en français. Donc, c'est des demandes qui nous revenaient peut-être pas à chaque année, mais régulièrement par des groupes de citoyens de demander les changements de ces noms de lieux. Donc, cette année, il est arrivé un événement qui a mis un peu sur la sellette un endroit particulier. Et ça a fait un peu boule de neige dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels également. Il y a eu une pétition qui a été déposée à la commission de toponymie. Donc, les membres de la commission se sont penchés sur la question et ont décidé de désofficialiser les noms. En fait, c'est un processus qui est obligatoire parce que lorsque le nom est officiel, son usage est obligatoire au Québec. Donc, il faut passer par la désofficialisation avant de renommer le lieu. Et ce qui n'a pas été fait encore. Là, on attend, on va essayer de présenter une image là, qui va être acceptée là, autant par les gens qui ont demandé là, ces changements que par l'ensemble de la population. Mais Jean-Pierre Leblanc, pourquoi si tard? Précisons que c'est la dernière province du Canada à procéder à cette mesure, à mettre en application cette mesure. Pourquoi? Bien, ici, nous sommes une province francophone. Comme je dis, il y avait peu de noms qui demeuraient là, avec ces termes là, qui ont changé. Il faut dire qu'au cours du temps, les termes ont changé de signification. C'est devenu plus péjoratif, c'est plus mal vu. Et comme je dis, il y a peu de noms. En même temps, c'est pas... fallait attendre les demandes. Et ce sont des lieux qui sont peut-être plus ou moins isolés comme tels. Donc, les demandes ne venaient pas. C'est pas des endroits qui sont aussi visités que ça. Donc, c'est pas autant. Il y en avait plus, disons, dans les autres provinces. Il y en avait plus aux États-Unis. Certains lieux ont été modifiés dans ces régions-là, au Canada ou aux États-Unis, par le terme « négro », qui, lui, par après, est devenu aussi un peu péjoratif. Donc, il faut voir que c'est pas facile. Donc, la commission est prudente dans ces changements. En même temps, l'idée, ce n'est pas de réécrire l'histoire ou de changer pour changer. C'est vraiment de le faire avec d'une façon réfléchie. Merci beaucoup Jean-Pierre Leblanc d'avoir été avec nous en direct de Montréal au Québec. Didier Deninx, je me tourne vers vous. Je vais vous demander de réagir parce qu'en France, par exemple, il y a eu récemment aussi une polémique sur la fameuse tête de nègre dans les boulangeries, confiseries, il me semble. Votre avis sur ces questions de sémantique? Les mots sont importants, dit-on souvent? Ils sont très très importants. Il y a même en France, il s'est produit quelque chose d'assez subtil. C'est quand il y a eu la révolte des Kanaks dans les années 80. En Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Et les Kanaks ont considéré que le mot Kanak, C-A-N-A-Q-E-S, était un mot dépréciatif et une injure. Il était vécu de cette manière-là. Et ils se sont battus pendant les négociations pour imposer que le Kanak, ça s'écrive K-A-N-A-K. Donc c'est un palindrome qui est un mot invariable. Et on peut lire dans les deux sens. Voilà, et ils ont gagné politiquement. Et dans les accords de Nouméa, ça a été accepté. Et aujourd'hui, dans le dictionnaire français, le mot Kanak est à la lettre K. Et c'est un mot qui est revalorisé, qui en Kanak veut dire homme debout. Et la manière dont il était écrit en français est devenue une injure. Alors, votre ouvrage, Didier Deninx, c'est un document pour nous aider à mieux comprendre cette période de l'histoire de France. Quelles sont les conséquences de cette éducation coloniale encore aujourd'hui? Est-ce que ça a laissé des traces?
Bien sûr, dans l'actualité politique récente, on voit que ça a laissé des traces, ces questions sur l'identité et sur la manière dépréciative dont on voit certaines personnes venues d'autres endroits. Avec donc tout le débat sur la race blanche, c'est voilà, ce que vous évoquez. C'est ça, tous ces stéréotypes ont été véhiculés. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai eu pour mon certificat d'études le dictionnaire Qui est Flammarion en 1961. Il y avait marqué Nouvelle-Calédonie, territoire autrefois sauvage et maintenant habité par des Mélanésiens, aujourd'hui civilisés. On m'apprenait, la vision du monde que j'avais était celle-là. On m'a emmené au musée de l'homme, j'ai vu la Vénus Hottentote, le moulage et tout. La première femme nue que j'ai vue dans ma vie, c'était le moulage de la Vénus Hottentote. Et d'un seul coup, ça vous forme sur des réactions qui sont des réactions stéréotypées et qui font que les gens qui sont montrés comme ça sont inférieurs. Et ça peut durer si jamais on ne déconstruit pas ces images, elles peuvent être véhiculées ensuite vers les enfants, vers les petits-enfants. Vous disiez au début de cet entretien, Didier Deninx, quand je vous ai posé la question, que ce ne sont pas au fond des documents rares. Vous dites d'ailleurs que Houellebecq, votre maison d'édition, en tout cas pour ce livre, est même spécialisée dans ce genre de cartographie, de documentation. Oui. Pour autant, est-ce franchement enseigné aujourd'hui dans les livres histoire? D'ailleurs, ce serait compliqué, puisque j'ai lu des extraits quand même très violents. Comment pourrait-on d'ailleurs les enseigner? Mais je pense que la déconstruction, c'est de faire en sorte que les gens puissent savoir exactement ce que c'était. C'est-à-dire, d'où vient ce racisme? D'où viennent ces réflexes? À certains moments, on voit des gens et on a l'idée toute faite sans les avoir entendus, sans savoir qui ils sont, sans savoir d'où ils viennent, sans savoir ce qu'ils ont vécu. Et d'un seul coup, ces réflexes-là ont été construits. Donc si on montre ces choses-là, non pas dans quelque chose qui serait de la dénonciation et tout, mais pour simplement montrer comment se construisent des idées, comment se construisent des idéologies. Ça me paraît nécessaire et c'est pas fait en France. Et vous travaillez sur le sujet depuis longtemps, vous dites que ce n'est pas fait en France. Est-ce que vous retrouvez des similitudes avec d'autres empires coloniaux? Je pense par exemple à l'Empire britannique à l'époque, dans les Indes, ou est-ce qu'il y a une particularité Il y a une particularité française, tout simplement, parce que nous, on faisait ça au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, au nom des Lumières, au nom de la Révolution française. Et on avait un système où les citoyens français de la métropole étaient des citoyens de plein exercice et on avait constitué une caste inférieure qui était les indigènes. Donc, ça veut dire qu'en Algérie, par exemple, pardon de vous couper, on inculquait des valeurs que l'on n'appliquait pas aux autochtones, entre guillemets, eux-mêmes. Et c'est ce qui a créé le besoin d'indépendance, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens qui avaient entendu parler de la Révolution française et des termes d'égalité et de fraternité, ils ont dit on va appliquer ce que nous enseigne la France. Et très très souvent, c'est les idées des Lumières qui ont provoqué les mobilisations pour les indépendances. On imagine que c'est un travail colossal. Je ne vais peut-être pas tout de suite vous remettre au travail, mais est-ce que vous écrivez en ce moment un roman noir ou est-ce que vous avez déjà prévu la suite de... Non, je suis en train d'écrire sur la révolte kanak de 1917 contre la conscription forcée quand on envoyait les Kanaks au chemin des dames. Ouais. Eh bien, un livre, je le disais, très instructif, sublime entre guillemets, si l'on peut dire, et sidérant également à la fois. Merci à vous, Didier Deninx, d'être venu sur le plateau de 64 minutes.